messieurs, dames, bonjour. Pierre le prof, ma 182e. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue à nos amis de l'Europe, du Luxembourg, de la Belgique, de la Suisse et de la France. Content que vous soyez là, qu'on puisse rejoindre des gens qui viennent d'aussi loin. Évidemment, vous comprendrez que je vais quand même mettre l'accent sur ce qui nous touche ici, plus particulièrement les Québécois, mais je suis certain que vous pouvez faire un paquet de parallèles avec votre propre situation et que vous saurez vous y reconnaître. On parlait de manipulation de masse la dernière fois sous le titre Protéger votre identité, parce que finalement, on essaie là de démontrer de toutes les façons comment l'identité est toujours au centre de cette corruption de la personnalité, cette corruption de l'identité, comment on se sert de l'identité pour manipuler les gens, pour les faire agir de telle façon, de les faire consommer, de leur faire accepter des idées politiques. On poursuit de la même façon aujourd'hui en parlant maintenant de glissement sémantique, qui est une autre technique pour manipuler l'opinion publique et donc manipuler les masses, les porter à agir toujours dans un sens, on essaie de les irriguer d'une façon bien précise pour leur faire voter pour un tel candidat ou consommer tel produit ou adopter telle idéologie. Des mots à réhabiliter, il y en a. Et par glissement sémantique, on entend quand on déforme le sens original d'un mot. On le fera par corruption, okay? C'est-à-dire qu'on change le sens initial du mot de la langue française, soit pour lui donner une plus-value, le rendre plus beau qu'il était au départ, ou soit pour le démoniser. Alors, par corruption, on va voir deux exemples aujourd'hui, mais on peut procéder aussi par usurpation, et je vous offrirai d'autres modèles pour ça. Par usurpation, on entend provoquer une confusion dans l'esprit du public, au niveau du sens original du mot. Là, on empiète sur le sens original, on empiète sur le concept original, sur l'idée originale, sur un titre, on empiète sur une propriété, on empiète sur le mérite de quelque chose, on change le sens. Alors, ça se fera par corruption ou par usurpation. Les deux mots que je veux réhabiliter aujourd'hui, ce sont deux mots qui sont complètement défigurés, là, qui sont utilisés de toutes sortes de façons et qui s'affichent un peu de la même façon que le mot complotiste. Le plus bel exemple qu'on a, nous qui avons vécu les 4 dernières années, là, avec un gouvernement abusif, on parle de ce terme qui est arrivé à un moment donné, qu'on disait au début théorie de conspiration. Ça, c'est vraiment le premier terme que j'ai entendu là, là 5 ou 6 ans. Là, on commençait à entendre parler de ça. Non, on l'entendait avant, quand on remettait en cause les incidents du 11 septembre, la mort, l'assassinat de M. Kennedy en 63, tout ça. Si on remettait en cause la version officielle, on était des adeptes de théorie de conspiration. Après ça, le mot est devenu plus facile. On a fait un nom commun avec, conspirationniste, et on a fini par écourter le mot à moins de syllabes, plus facile à prononcer. Maintenant, on dit complotiste. C'est à se demander si ces mots-là ne sont pas inventés délibérément dans des laboratoires d'idées de gens qui sont payés, commandités, pour semer la confusion et confondre le peuple un peu plus, comme ça, en changeant des termes. Alors, par glissement sémantique, je vais vous parler des mots ego et caractère aujourd'hui. L'ego. Quel mot, quelle urgence de réhabiliter ce mot-là, qui est utilisé toujours de façon négative. Vous avez sûrement remarqué. Quand on parle de l'ego, c'est jamais pour dire quelque chose de bien de la personne ou à la personne. Okay? On va dire, et ça va prendre des formes comme attention, l'ego, là. On va dire mets ton ego de côté. Ah oui, j'ai entendu ça là, par toutes sortes de complotistes cet été qui se rassemblaient dans les fêtes foraines et puis
des événements, là, et puis ils ont toujours cette marotte-là, là, d'attaquer l'ego, comme si l'ego c'était un défaut. Okay? L'ego doit être réhabilité, parce que l'ego, ce n'est pas ni bon ni mauvais. L'ego, c'est un concept freudien, d'abord. Okay? Alors, on va parler du sens original avant qu'il ne fusse corrompu. L'ego, c'est une composante de l'appareil psychique, comme Freud nous l'avait présenté. Le moi, c'est une composante avec le ça et le surmoi. Freud disait, on a trois parties à notre appareil psychique. Le ça, on va dire, c'est le moi animal. Je vais mettre ça comme ça. Le moi, on va appeler ça l'ego, ce que tout le monde emploie présentement. On ne parle plus du moi au sens original. On va prendre l'adoption latine que les anglophones ont pris, le mot ego. Alors, je vais me servir du mot ego aujourd'hui. L'ego. Alors, le ça, qui est le moi animal, l'ego et le surmoi, qui est la police. Alors, brièvement, là, le moi, c'est votre grand ami. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas quelque chose à mettre de côté, à mettre à l'index, à culpabiliser. L'ego, c'est votre grand ami. Pourquoi? Parce que, d'une part, vous êtes motivé par ce que Freud appelait le ça. Okay? Le id en anglais. Ça veut dire le moi, la partie du moi qui se livre à des jouissances, à des plaisirs, à des pulsions, qu'elles soient animales ou réfléchies. C'est la partie du moi qui ne tient compte d'aucune morale, d'aucune loi, d'aucun règlement, qui fait ce qui lui plaît, parce que c'est plaisant, parce que c'est jouissant. Alors, il y a le ça d'un bord, puis de l'autre côté, il y a le surmoi, qui lui est la police, la police des interdits, celui qui vous dit non, ne fais pas ça, tu ne peux pas faire ça, c'est contre ce que tu devrais faire. Alors, le moi est dans le milieu et doit gérer le moi animal et le surmoi. Okay? Doit composer avec la sévérité du surmoi qui lui rappelle toujours les interdits et le ça qui lui dit non, non, laisse-toi aller à tous tes plaisirs, toutes tes jouissances. C'est un peu épicurien, là, mais c'est ça. Alors, le moi doit gérer tout ça. C'est pas une tâche facile. Et c'est un combat de tous les jours pour un être humain, selon Freud. Ça, c'est le sens original que le mot ego avait. Maintenant, le mot ego, c'est utilisé pour dire un paquet de choses. Puis on ne sait jamais exactement de quoi on parle. Parce que quand quelqu'un vous dit « mets ton ego de côté », là, ou « attention, le gros ego », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire, dans le fond. C'est juste un mot, ego, qui fait allusion à quelque chose d'autre. À quoi est-ce qu'on fait allusion quand on parle du mot ego? Alors, vous pouvez répondre aussi bien que moi, là. Quand on parle à quelqu'un de son ego, bien souvent, c'est parce qu'on parle à la personne, dans le fond, de son insistance. On parle de son ambition démesurée. On parle de sa vanité. Ah oui. On parle de son amour-propre. OK? Hey, mets ton ego de côté. On parle de son orgueil. Okay? De sa boulimie. De sa gourmandise. De son avarice. De sa domination. On parle de toutes sortes de choses qu'on ne mentionnera pas. Alors, on préfère dire à la personne, au lieu de lui donner quelque chose de précis sur lequel travailler, on va dire attention ton ego. Finalement, c'est une autre façon polie de dire à la personne ferme ta gueule. C'est une façon, probablement, bien souvent, je dis pas tout le temps, mais bien souvent, une façon de dire à la personne tu sais ce que tu es en train de dire là, ou ce que tu es en train de faire là,
Moi, je suis pas capable de le dire. Moi, je suis pas capable de le faire. Puis ça me dérange. Quand quelqu'un te dit, mets ton ego de côté, ce que cette personne-là est susceptible de te dire, dans le fond, c'est ne fais pas sortir ta tête du reste du groupe. Ne te démarque pas trop. Ne manifeste pas ton unicité. Fonds-toi avec le reste du groupe dans la lumière, l'amour et le spirituel. C'est la nouvelle marotte que j'entends là. C'est qu'on se sert toujours du mot égo de façon abusive comme ça. On utilise le mot égo par paresse intellectuelle, dans le fond. C'est parce que on ne veut pas vraiment dire à la personne l'aspect sur lequel, d'après nous, elle devrait travailler. Exemple, sa vanité. Quelqu'un qui veut être absolument le premier violon dans un orchestre, mais il y a 5 personnes qui veulent le poste, et puis cette personne-là réclame la position parce qu'elle vient d'une famille riche, parce qu'elle a des appuis politiques, parce qu'elle est convaincue qu'elle est la meilleure personne pour assumer le rôle de premier violon. Même chose pour une cantatrice ou un chanteur qui veut avoir être premier baryton ou premier ténor. OK, on sait, ou les personnes qui se lancent en modeling. OK, c'est très compétitif le modeling, c'est très vicieux. Hein? On veut la première place absolument. Les madames on appelle ça des mères de danseuses de claquettes. Okay? Les cheerleaders, là, les pom-pom girls là, aux États-Unis. Puis, alors, ça, c'est un statut très important à acquérir pour une jeune fille quand elle est à l'école secondaire et même au collège, d'être introduite dans des équipes de danseuses de claques. Et les parents, on parle de cheerleader mom, okay? On parle de ces mères qui ont même été pris en flagrant délit de saboter le véhicule des compétitrices pour pas qu'elles aient le poste, pour que ce soit leur fille. Des mères qui se livrent à des formes de violence pour réclamer la première place. Alors, c'est ça. Je m'écarte un peu là. L'ego, c'est ça. Ça veut rien dire, mais quand on gratte un peu, ben on comprend que dans le fond, ce qui nous dérange, c'est la vanité de l'autre ou son orgueil mal placé, des personnes trop ambitieuses, qui ambitionnent sur le pain béni, comme on dit, qui s'imposent trop, qui prennent leur place, mais le font de façon inconsidérée envers les autres. Okay? Des gens, probablement, qui ont des égos faibles. Comprenez qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais égos. Puis là, Pierre le prof, je vous donne une leçon et je demande à mes étudiants de rester en classe, d'être attentifs, ne pas se lever faire la vaisselle et écouter la capsule jusqu'au bout. Parce que vous serez surpris de savoir que seulement 60% d'entre vous écoutent la capsule jusqu'au bout. OK? L'autre partie n'écoute pas plus que 50% de ma capsule vidéo. Vous écoutez juste la moitié. Moi, je ne sais pas comment vous faites pour écouter mes capsules vidéo s'il vous en manque une seule partie. Parce qu'en 20 minutes, je condense tellement d'informations que vous ne pouvez pas tomber en plein milieu puis comprendre vraiment de quoi je parle. Là, je vous parle de l'ego faible des gens qui n'ont pas appris à s'estimer, à s'aimer, parce qu'ils ont eu des traumatismes dans l'enfance, parce qu'ils ont eu des blocages. Okay? Et c'est de ça qu'on devrait parler quand on parle aux gens. Jamais leur dire « mets ton ego de côté », comme si l'ego c'était un défaut. On devrait leur dire « écoute ton ego, mets ton ego en avant et soigne ton ego comme si c'était ton meilleur ami. Okay? » C'est ça qu'on devrait dire aux gens. Parce que l'ego, c'est ton gestionnaire. C'est le siège de ta personnalité, en fait. C'est là où tu prends les décisions importantes de ta vie. C'est là que tu décides si tu vas fuir ou combattre, si tu vas t'adapter ou résister, si tu vas t'ajuster ou t'opposer.
Ce sont des décisions importantes. Et nous, les Québécois, nous sommes d'anciens Français. Et les Français de la Nouvelle-France, c'étaient des surhommes. On l'a oublié. Si seulement les Québécois connaissaient la moitié de leur histoire, je vous garantis qu'ils se soulèveraient dans une vague monstrueuse qui emporterait tout sur leur passage. Comme le disait le poète Alfred Desrochers dans le premier couplet de son poème « Je suis un fils déchu », disait « Je suis un fils déchu de race surhumaine, race de violents, de forts, de hasardeux, et j'ai le mal du pays neuf, que je tiens d'eux quand viennent les jours gris que septembre ramène. » On a juste à se pencher sur les faits d'armes de nos militaires, de nos colons, qui défiaient l'ennemi, renversaient l'ennemi à 2 contre 1, à 3 contre 1, parfois à 10 contre 1. C'est du presque jamais vu, ça, dans l'histoire militaire du monde entier, comment les colons français ont résisté longtemps à l'usurpateur britannique qui nous réclamait tout ce qu'on avait découvert en tant qu'explorateurs et pionniers. Autre fait important que nous avons eu à notre crédit, nous sommes des explorateurs. Si les Britanniques, si les Anglais avaient la domination des mers, le contrôle des mers, nous avions le contrôle territorial de l'exploration, qui a joué contre nous d'une certaine façon parce qu'on s'est étendu sur un trop large territoire et on avait trop peu de colons pour protéger tout ça, tandis que les 13 colonies de la côte est américaine avaient déjà 1 million de personnes en 1750 et nous en avions peut-être 100 000. Mais les chiffres sont peut-être un petit peu erronés, là, mais c'est à peu près ça l'échelle de l'un par rapport à l'autre. Nous étions des surhommes.
des exemples de courage comme ça, de valeur, de témérité, de bravoure. On en note autant chez les femmes de la colonie, de la nouvelle colonie, car les femmes françaises qui arrivaient au Canada jouissaient de libertés qu'elles n'avaient pas en Europe. Même si l'Église servait d'encadrement à tout le monde, les femmes d'ici, c'est bien connu, c'est Jacques Lacourcière qui nous le disait dans ses capsules, là, que nos femmes de la colonie avaient du caractère. Elles prenaient leur place, elles savaient s'imposer. Et elles étaient d'excellentes épouses et étaient de bonnes mères de famille et travaillaient aussi fort que leur mari. On dit que certaines d'entre elles étaient même assez habiles au tir du mousquet. Alors, c'est de ce peuple-là qu'on tient aujourd'hui. Et il faut le rappeler, parce que ça, c'est des richesses, des trésors qui sont compris, enfouis dans notre ego. Et cet ego-là, on est en train de le saboter, de le trafiquer, de le dévier de sa course, en offrant à nos jeunes garçons, surtout, des modèles malsains, toxiques, déviants. Vous savez très bien de quoi je vous parle. L'ego des garçons est particulièrement saboté en ce moment. Quand on parle du sabotage de l'ego des Québécois, c'est par les garçons qu'on va s'y prendre. Soyez-en bien assurés. Je peux vous dire que la façon dont les garçons sont traités dans les écoles est très différente de la façon dont les filles sont traitées. On parle de toxicité masculine maintenant. On apprend aux garçons à avoir honte de leur masculinité. Vous voyez ce que je veux dire? Le sabotage de l'ego se fait par toute cette propagande gauchiste sur laquelle on va revenir dans une prochaine capsule, je vous le promets. Aujourd'hui, l'important, c'est de réhabiliter ce mot qui a été galvaudé, qui a été utilisé de façon tellement péjorative, qui est la notion de l'ego, et on va l'ajouter comme outil important pour ramener la fierté chez les gens, pour aussi leur rappeler qui ils sont. Il est d'autant plus urgent de réhabiliter l'ego des Québécois, car parmi les difficultés avec lesquelles nous devons vivre, à travers la manipulation de masse, le détournement, le sabotage de l'identité, les traumatismes et les blocages de l'enfance, comment on parvient à peine à se trouver une identité confortable à travers tout ça, on doit mentionner le problème de l'héritage transgénérationnel. Parce que vous savez que quand on vient au monde, on a déjà un bagage, on a déjà un héritage que les scientifiques appellent le fantôme familial, okay? Ou le blocage transgénérationnel. C'est-à-dire que on nage dans le territoire du neuroscientifique, okay? De la psychogénéalogie. On nage dans l'épidémiologie, la biologie épigénétique. On parle d'engrammes et de génogrammes pour expliquer que quand on vient au monde, on a déjà un bagage. Nos neurotransmetteurs ont déjà ouvert des canaux synaptiques où nos ancêtres et nos grands-parents et nos parents ont déjà réagi dans des situations. Et là, le synapse s'est formé et s'est transmis ça à la naissance. On vient au monde avec ça. Et on nage totalement dans le territoire de l'inconscient, évidemment. Mais ce n'est pas une folie là, d'avancer de telles choses. Ça fait longtemps que c'est proposé. En fait, on remonte à 1904 avec Richard Semon qui nous révélait que l'engramme, c'est la trace biologique de la mémoire. Ce sont des événements qui entraînent des modifications biochimiques des synapses cérébraux que nos ancêtres avaient, qui ont passé à nos grands-parents, à nos parents, et avec lequel on est. Mais on n'en est pas conscient.
On parle de cellules cérébrales qui s'activent lorsque un souvenir est remémoré. Les canaux sont déjà ouverts, sont déjà prêts. Ces stimuli-là affectent la vue, l'ouïe, l'odorat, les émotions, toutes sortes de souvenirs qu'on peut avoir. Alors, l'engramme est réactivé par les mêmes stimuli que ceux qui faisaient réagir nos ancêtres. Exemple, une femme qui est renversée par un coup au visage va garder des traces de ça et les transmettre plus tard. Une personne qui survit à un grave accident de la route. Des parents devant la mort de leur enfant. Pensez que ça ne laisse pas des traces, ça. Les gens qui ont vécu dans des camps de concentration, qui ont survécu à toutes sortes de choses. Le peuple haïtien, qui est en beaucoup de points semblables au peuple québécois. Les gens qui ont vécu, dont les ancêtres ont vécu dans l'esclavage. Je vais vous donner des exemples plus concrets. Raymond va chercher des bidons de lait sur le bord de la route tôt le matin, parce que son père l'y a envoyé. Il ne revient pas. Le père s'inquiète, il descend près du chemin et il voit que Raymond a été fauché par un automobiliste et qui a commis un délit de fuite par la suite. Edmond a perdu son fils aîné, qu'il adorait, Raymond, sur une ferme de l'Estrie. 20 ans plus tard, le neveu de Raymond, fils d'un autre des fils d'Edmond, lui-même se fait renverser par une voiture presque au même endroit où Raymond s'était fait frapper par délit de fuite 20 ans auparavant. 40 ans plus tard, la sœur de Raymond se fait renverser par une automobile en sortant d'un restaurant à Montréal. Ça, c'est l'histoire de ma famille. C'est l'histoire de ma mère et de sa famille. Des incidents qui se reproduisent. J'en ai entendu d'autres histoires comme ça. C'est plus vrai qu'on pense. Nous sommes nés, les Québécois, avec un grave complexe. Notre ego est devenu faible, est devenu désancré, désincarné au lendemain de la conquête, durant l'année 1764, quand notre élite, qui était nos leaders, qui était la crème de nos intellectuels, de nos chefs militaires, tout ce beau monde-là a reparti en France et nous a laissés à nous-mêmes. En 1764, on devait commencer à vivre sous la botte britannique. On devait se retirer dans les campagnes, essayer de vivre de façon en autarcie, de façon autonome. Tous les traits supérieurs qu'on avait, on devait leur dire adieu. Le monde changeait. L'ego venait d'être saboté au lendemain de la conquête. Et si vous pensez que l'héritage transgénérationnel n'y est pour rien, messieurs, dames, lisez un peu sur la question. Je vais mettre des liens dans la description pour vous donner des pistes et vous pouvez voir ça de plus près. Important de rappeler les hauts faits d'armes, de qui nous sommes issus, ce peuple de surhommes qui est devenu un peuple finalement de porteurs d'eau et qui a appris à se comporter comme des porteurs d'eau. Le peuple québécois est un panier de crabes, comme on le dit, parce qu'il ne s'assume pas, il n'assume pas la faiblesse de son ego. Non, on lui rappelle toujours de mettre son ego de côté, au contraire, lui dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ego. Vous savez qu'est-ce qui est pire que d'avoir un gros ego, messieurs, dames? Et je vais m'aligner vers la fin de ma capsule avec ça. Quand on vous dit que vous avez un gros ego, là, ou que vous avez, comme je l'entends dire depuis l'été passé par ces psychologues et ces médecins qui se disent des complotistes et qui veulent la liberté du peuple et s'affranchir et méditer et devenir, vivre dans la simplicité volontaire et être dans la joie, dans la paix.
ces gens-là vont vous dire que vous avez des égos surdimensionnés, surtout si vous avez osé les contester ou vous s'opposer à eux de quelque façon que ce soit. La nouvelle forme de ségrégation qu'on voit chez les complotistes présentement, c'est que là, on s'accuse les uns et les autres d'avoir des égos surdimensionnés. Comment oses-tu me dire quoi faire? Et là, je vais terminer la capsule avec cet autre mot que je veux réhabiliter, le mot caractère. Un autre mot qui a un sens plutôt négatif, moi je me fie à l'expérience que j'ai eue dans les écoles, quand on disait d'un élève qui avait du caractère, c'était la plupart du temps pas pour dire nécessairement des bonnes choses. C'était pas mauvais non plus, mais c'était problématique. Quand tu disais d'une élève, hey, elle a du caractère, Alain, ou hey, t'as tout un caractère, ce bonhomme-là, ça voulait dire, la plupart du temps, un ego, justement, qui cherchait à s'affirmer, qui, de toute évidence, avait manqué de quelque chose quelque part. Un ego qui était tendance à être colérique, à s'imposer, à prendre de la place, à parler fort, à être entêté. On en a eu des élèves comme ça. Et quand on parle de caractère, on l'emploie enfin aussi d'une façon péjorative. Or, le caractère, c'est ce qu'il y a de plus noble et de plus vertueux chez un être humain. C'est un autre mot comme le mot égo qu'on s'est mis à mal employer et on l'emploie toujours de la même manière. Le caractère, ce que c'est, la définition simple, c'est votre façon de réagir aux événements de la vie. Et je vais vous dire, voilà le test ultime sur lequel on va se quitter aujourd'hui. Si vous voulez contempler, admirer, observer qui sont les gens de caractère autour de vous, qui sont les gens qui ont des égos centrés, ancrés, forts, qui n'ont rien à se reprocher, qui ont fait leur devoir et leurs exercices pour devenir de meilleures personnes. Regardez la réaction que ces gens-là ont quand elles subissent de l'opposition. Même de petites critiques, de petites remarques vexatoires. C'est ça le test. Moi, je le fais pour m'amuser des fois. Une personne qui essaie de se montrer très vertueuse et que je sais qu'elle est pleine de bullshit, je vais lui piquer des petites perches comme ça pour la faire fâcher. Et je sais très bien qu'est-ce qui va arriver. Parce que c'est une personne qui ne peut pas supporter d'être contredite. Le plus bel échantillon que vous pouvez avoir devant vous, c'est presque un luxe de pouvoir se le payer. Regardez les blogueurs du Québec. J'ai déjà fait une capsule là-dessus, ma 114. J'appelais ça des blogueurs et des égos. Je ne tomberai pas dans les détails. Mais le test est simple. Vous avez des blogueurs, vous les connaissez tous, des influenceurs du Québec qui se font connaître depuis 4 ans. Vous saurez me dire qui parmi eux et elles sont capables de réagir calmement lorsqu'elles sont contredites. Et, par opposition, qui sont ceux et celles qui trouvent insupportable d'être contredits, qui se fâchent ou qui vont s'en remettre à des remarques vexatoires, qui vont vous rétorquer des choses, qui vont se mettre à vous insulter, qui vont vous montrer leur petitesse. Et parmi ce groupe-là, la chose qui est la plus curieuse, c'est que ces gens-là vont être les premiers à vous dire que vous avez un ego surdimensionné. Ces gens-là vont se donner des titres. Je les ai lus là, comme les ambassadeurs, les extraordinaires, l'élite de la complosphère. Je vous attends. Je vous remercie pour le message que vous laissez aux gens, pour le travail que vous faites. Vous êtes de bons informateurs et je continue d'aller vous voir. Mais si je vais vous voir, c'est pour les sujets dont vous traitez et non pour votre personnalité. Parce qu'à force de toujours dire aux autres de mettre leur ego de côté, quand vous dites ça à un Québécois, vous le retardez, ce Québécois-là, cette Québécoise-là,
de redevenir fière d'elle-même et de plutôt se concentrer sur les choses sur lesquelles elle devrait travailler, les blocages de son enfance. Et ça, ce sera le sujet de ma prochaine capsule, comment on sabote les enfants québécois, nos jeunes du Québec, comment on s'y prend dans les familles et dans les écoles. Le caractère, c'est ce qui nous permet de rester fort, de rester centré, de rester ancré devant un ennemi. Vous êtes donc l'envoyé de cet amiral. Comme veut-il? To Count Frontenac, Lieutenant General and Governor for His Most Christian Majesty in Canada. Il demande que votre Excellence capitule sans coup férir et cède les forts, les châteaux et les magasins de Sa Majesté. Vraiment? Your unconditional acceptance is expected within the hour, under flag of truce. Any delay or refusal being at your own peril. Il attend notre réponse dans 1 heure. Je ne vous ferai pas attendre. Dites à votre général que je ne connais point de roi Guillaume. Je ne connais en Angleterre d'autres souverains que Jacques II. Et quand votre général m'offrirait des conditions plus douces, croit-il que si j'étais d'humeur à les accepter, tant de braves officiers que vous voyez ici voulussent y consentir? Croit-il que je vais me fier à la parole d'un rebelle qui a manqué à la fidélité pour suivre le parti d'un prince qui détruit les lois et privilèges du royaume d'Angleterre et renverse la religion de l'État? Your Excellency still has 1 hour to think it over. Dites à votre maître que je vais lui répondre par la bouche de mes canons et qu'il apprenne que ce n'est pas de la sorte qu'on envoie sommer un homme comme moi. Allez! Avoir du caractère, c'est savoir garder son autorité et son sang-froid devant un usurpateur de vos droits. Et là, c'est quoi? Regardez, le policier, là, il aime pas ça se faire filmer. Donc, il a décidé de me filmer à mon insu. Sans me le demander, là, tu sais, à mon insu caché dans son auto. Quel beau courage, hein? Le courage, ça vient du cœur. Ça vient pas d'harceler les gens parce qu'on a du pouvoir puis on en abuse au lieu de l'exercer avec bonté. Oui, puis d'aller harceler un monsieur d'un certain âge. On veut protéger nos personnes âgées. Ben oui, on les harcèle. Juste, s'il te plaît. Juste Oui, pourquoi? Parce que les policiers se déplacent, juste mettre, s'il vous plaît. Oui, mais vous pouvez me l'expliquer. Je suis un être humain, je suis capable de comprendre moi aussi, monsieur. Avoir du caractère, c'est savoir monter au front et prendre des risques. C'est savoir aimer son peuple. Avoir du caractère, c'est savoir agir dans l'amour, mais aussi avoir la responsabilité de se défendre légitimement. Il y a maintenant 2 siècles, en août 1812, les États-Unis d'Amérique se préparent à envahir le Canada. Le lieutenant-colonel Charles-Michel de Salaberry est particulièrement préoccupé par la situation. Il s'engage à recruter un régiment de miliciens, les voltigeurs canadiens-français. En tout, ce sont 11 000 soldats qui approchent, armés jusqu'aux dents. Quant à nous, nous sommes 300, bien décidés à leur barrer la route. Désorientés, les assaillants se dispersent dans les bois et les marécages, épuisant leurs forces, tandis que d'autres se jettent devant nos fusils. Leurs officiers sonnent finalement la retraite et se replient au sud, tandis que mes hommes et moi avançons sur eux. Message que nous livrons à l'ego des Québécois. Rien ne paraît difficile aux personnes qui entreprennent sans s'embarrasser trop de réussir, mais une personne qui se fait un point d'honneur de venir à bout de ce qu'elle entreprend fait en sorte de prendre les mesures les plus justes. Je n'expose rien que je ne veuille exécuter.
d'Iberville.